Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on va retracer l'histoire d'une sélection nationale. Bon, je pense que vous savez, puisque vous avez vu le titre et vous avez cliqué sur la vidéo, on va parler de l'équipe des Tonga. Cette vidéo est en partenariat avec Force 15, l'équipementier de cette équipe polynésienne. C'est eux qui ont réalisé, qui ont designé ce maillot que je porte et que j'adore et que les Tongiens porteront lors de la Coupe du Monde. J'aime bien, je le trouve original tout en étant élégant. D'ailleurs, restez connectés parce que normalement, dans les prochains jours, j'ai des maillots à vous faire gagner. Et donc Force 15 produit des maillots, des accessoires, des équipements liés à l'univers du rugby. Je pense d'ailleurs qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà parce que peut-être qu'ils équipent votre club. Leur but c'est de représenter tous les rugby, de l'amateur jusqu'à l'international. Comme les Tonga, c'est encore un petit pousset dans leur domaine, mais ce qu'ils font comme les Tonga, ils le font avec cœur et passion. Alors avant de parler du rugby aux Tonga, faut aussi expliquer un petit peu l'histoire des Tonga. Donc les Tonga c'est un archipel du Pacifique et on estime que les premiers hommes y sont arrivés il y a à peu près 3000 ans. Comme pour les Fidji et les Samoa, ces îles ont été colonisées par les premiers Austronésiens. Au Tonga, la société s'est organisée de manière monarchique, c'est-à-dire avec des rois et des reines sacrés qui règnent sur l'archipel. Les premiers Européens, eux, ils vont arriver dans la région aux alentours du XVIIe siècle, mais il faudra attendre l'explorateur James Cook et le XVIIIe siècle pour qu'il y ait vraiment un premier contact européen établi avec la société tongienne. Et à l'époque, qui dit contact avec l'Europe, dit aussi mission d'évangélisation orchestrée par l'Église. Comme aux Fidji et aux Samoa, les Tongiens voient donc débarquer des missionnaires chargés de leur enseigner la chrétienté. Cependant, ce processus n'a pas été sans embûches et il aura fallu plusieurs années avant que la religion chrétienne commence à y prendre racine. J'aborde le processus de l'évangélisation parce que ce phénomène a accompagné en parallèle la transition de la société tongienne vers une monarchie constitutionnelle. Et elle a aussi largement participé à l'implantation du rugby dans l'archipel. Il est communément admis que le rugby a été importé au Tonga par l'intermédiaire de marins, de missionnaires, mais surtout par des étudiants venant de grandes familles britanniques qu'on a envoyés en Australie pour intégrer le prestigieux Sydney's Newington College. On est alors dans la seconde moitié du 19e siècle et ces adeptes du ballon ovale commencent à le propager partout où ils passent. En pleine révolution industrielle, l'arrivée de la vapeur permet de réduire les temps de trajet et l'Empire britannique domine alors le globe. Cela s'inscrit également dans le contexte des public schools, ces écoles pour les élites britanniques, dans lesquelles le sport en général et le rugby en particulier commence fortement à se développer. J'en ai déjà pas mal parlé dans 2 vidéos, je vous invite à aller les voir si c'est pas encore le cas. Et en 1866, le Tupu College ouvre ses portes au Tonga pour former la jeunesse tongienne. Très vite, cet établissement s'affirme comme l'une des écoles secondaires les plus prestigieuses des îles du Pacifique, même si à l'époque le rugby est encore très peu pratiqué par rapport aux îles voisines que sont les Fidji, les Samoa, mais surtout l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une des explications de ce retard rugbystique est liée à l'histoire de la colonisation du Pacifique. En effet, contrairement à ses voisins, le royaume de Tonga n'est pas une colonie britannique. Et ce, même si en 1900, le roi tonguien Tupu II signe un traité donnant au Royaume-Uni le contrôle des affaires étrangères et autorise ainsi l'implantation sur son sol d'un consulat britannique chargé de gérer les affaires financières et les relations étrangères. Et c'est un consulat qui tiendra quand même jusqu'en 1970. Mais le but de ce traité, en fait, c'est surtout d'éloigner la menace d'une colonisation américaine et allemande qui sont très présents dans la région, et notamment sur les îles samoanes voisines. Le royaume de Tonga prend ainsi la voie d'un protectorat britannique, mais ce n'est pas une colonie, ce qui fait qu'il garde une certaine forme d'indépendance culturelle. Et c'est la raison pour laquelle le rugby ne va vraiment y émerger qu'en 1920, ce qui est très tard en comparaison des autres îles comme les Fidji ou la Nouvelle-Zélande, où c'est déjà un sport national depuis des décennies. La fédération tongienne, elle, voit le jour seulement en 1923, et l'équipe nationale des Tonga joue son premier match face aux Fidji l'année suivante. Les joueurs tongiens, surnommés Ikaletai, littéralement les aigles de mer en tonguien, peinent cependant à disputer des matchs internationaux. Du fait de son isolement et de la pauvreté de l'archipel, il ne joue un match international qu'une fois tous les 2 ans en affrontant les Fidji essentiellement. Et dites-vous qu'il faudra attendre quand même 1954, soit plus de 30 ans après la création de la fédération tongienne, pour qu'il y ait une première tournée qui soit organisée dans les Samoa voisins. Après la Seconde Guerre mondiale, la présence américaine dans le Pacifique contribue à ouvrir le Tonga au reste du monde et de nombreux Tongiens décident de tenter leur chance ailleurs. Leur destination principale est alors la Nouvelle-Zélande, un pays assez proche et dans lequel les opportunités économiques sont bien plus intéressantes. Là-bas, les immigrés tongiens ont alors l'opportunité de jouer à un rugby de meilleur niveau et l'équipe nationale tongienne récolte alors des joueurs plus aguerris encore. En 1969, les Ikaletai jouent ainsi leur premier match en Nouvelle-Zélande face aux Maori All Blacks. Et c'est la première fois de leur histoire qu'ils jouent contre une autre équipe que les Fidji ou les Samoa. L'année suivante, le Royaume-Uni annule son protectorat et le Tonga rejoint le Commonwealth, redonnant ainsi à l'archipel la libre conduite de ses affaires étrangères. Cela l'autorisa ainsi à rejoindre en 1987 l'IRB, l'International Rugby Board, c'est la fédération internationale et l'ancêtre de World Rugby actuel. Les Ikaletai prennent ainsi part à la première Coupe du Monde qui a lieu la même année. C'est une véritable occasion
l'occasion pour ce petit pays de sortir de son isolement et de se montrer à la face du monde. La fédération tongienne en profite alors pour afficher ses ambitions sportives et culturelles. C'est dans cette optique que les Tongiens se mettent alors à réaliser leur propre danse traditionnelle avant les matchs, le Sipitao, une performance issue du Kailao, une danse rituelle tongienne. En gros, pour expliquer, en Nouvelle-Zélande, il y a la danse traditionnelle qui est le haka, il y a plusieurs types de haka comme le kamate ou le kapaopongo, et au Tonga, la danse traditionnelle s'appelle le kailao, et le nom de la danse particulière que font les Tongiens avant les matchs, c'est le Sipitao. Malheureusement, après cette exposition bienvenue à la face du monde, l'archipel tongien va connaître de grandes difficultés au cours des années 90. En effet, l'ouverture à la face du monde, la globalisation, ça va fortement influencer la société tongienne qui va alors se mettre à rêver de davantage de démocratie et de liberté. Face à cette crise latente, le gouvernement durcit le ton et n'hésite pas à arrêter les leaders des mouvements contestataires et même à censurer des journaux dissidents. Ces tensions entre le gouvernement tongien et sa population atteignent leur paroxysme en 2005, quand après des années de répression et de scandales financiers mouillant les dirigeants, la population se met en grève, c'est la première de l'histoire du pays. La fédération de rugby, elle, n'est pas épargnée, déjà elle s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en 1991, mais surtout il y a plusieurs scandales qui touchent la fédération. En gros, on accuse ses dirigeants d'avoir détourné de l'argent de l'IRB, donc de World Rugby, pour leur propre profit et de ne pas l'avoir investi dans la fédération. Face à ces difficultés sociales et économiques, de nombreux Tongiens tentent leur chance ailleurs, en Australie et en Nouvelle-Zélande notamment, où les opportunités économiques sont bien meilleures qu'au Tonga. D'autant plus que dorénavant, puisqu'on est passé dans le XXe siècle, je rappelle que le rugby est passé professionnel en 1995, donc on est en pleine phase de professionnalisation du rugby. Par conséquent, on observe un exode assez massif de joueurs tongiens qui espèrent décrocher un contrat pro ailleurs. D'abord en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais également plus loin, en Europe. Cet exode va contribuer à l'économie tongienne locale, puisque les joueurs qui arrivent à jouer en pro et à faire de l'argent avec le rugby redirigent une grande partie de leurs revenus vers leurs îles natales où sont restés leurs proches afin de les aider financièrement. Pour beaucoup de ces immigrés, réussir dans le rugby, c'est pas seulement un objectif personnel, mais c'est aussi un enjeu collectif, puisqu'il s'agit de savoir subvenir aux besoins de sa communauté. Mais ce départ des talents à l'étranger a profondément affaibli l'équipe nationale. Les joueurs sont en effet rarement disponibles, ils ont peu l'occasion de s'entraîner ensemble, et surtout, la fédération tongienne n'a que très peu de poids pour négocier des accords de libération avec les clubs. En effet, là où les sélections sud-africaines, australiennes, néo-zélandaises et européennes rémunèrent leurs joueurs internationaux à hauteur de plusieurs milliers d'euros la feuille de match, les joueurs du Pacifique, eux, en sont réduits à devoir jouer quasi bénévolement avec des rémunérations de l'ordre de quelques centaines d'euros seulement pour une tournée. Et vous vous doutez bien que lorsqu'il faut négocier avec un joueur pour savoir s'il sera disponible pour la sélection et qu'il faut aussi négocier avec son club, c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas d'argent à mettre sur la table. Dans le même temps, de plus en plus de ces émigrés qui parviennent à faire carrière dans le rugby sont attirés par des sélections nationales de leur pays d'accueil. C'est la raison pour laquelle on a vu une part croissante de joueurs polynésiens intégrer des équipes comme les All Blacks ou les Wallabies, mais également en Europe, comme il y a Tulagi, il y a les frères Vunipola, mais aussi en France avec Nakaitasi et Vakatawa par exemple. Et d'ailleurs, il y avait un super documentaire qui était sur Canal, je ne sais pas s'il est encore disponible, qui était réalisé par Dan Leo, un ancien joueur des Samoa, et il met en lumière toutes les difficultés qui sont rencontrées par ces îles du Pacifique pour exister au niveau international. Il explique notamment que lorsque les Iliens viennent faire des tournées en Europe, ces derniers ne touchent pas un copec sur la billetterie. Car dans les règles, c'est la fédération hôte qui empoche la mise. On pourrait se dire, pourquoi pas, si seulement les nations dominantes, elles aussi, daignaient venir à leur tour sur les îles du Pacifique faire des tournées. Ça pourrait un peu plus équilibrer la balance. Sachant tout de même que ce serait pas vraiment équitable parce que le nombre de places dans ces îles et le faible niveau de revenus de la population, ça permettrait pas d'équilibrer la balance par rapport aux revenus générés en Europe. Et pourtant, il y a eu des tentatives pour s'unir et être plus forts collectivement. On atteste la formation en 2002 de la PIRA, la Pacific Islands Rugby Union, qui rassemble les fédérations tongiennes, samoanes et fidjiennes. Et ce, dans le but de créer une équipe des meilleurs joueurs des trois archipels. Une sélection d'élite baptisée Pacific Islanders qui irait faire des tournées, un peu à l'instar des Lions britanniques et irlandais. L'idée était bonne, l'équipe assez compétitive et spectaculaire à voir jouer, elle disputa des tournées dans l'hémisphère sud en 2004, 2006 et 2008 et rencontra un succès très encourageant. Malheureusement, l'histoire prit fin en 2009 lorsque l'IRB changea le calendrier international. Les matchs des équipes du Pacifique se chevauchaient ainsi avec les matchs possibles des tournées des Pacific Islanders et donc c'était pas forcément possible d'avoir un calendrier tous les 2 ans, donc c'était plutôt tous les 4 ans qu'il aurait fallu organiser des tournées. Face à ce constat, la fédération samoane quitta l'alliance, estimant qu'une tournée tous les 4 ans seulement n'était plus assez rentable pour garantir la pérennité du projet, et donc ce fut la fin des Pacific Islanders. Il y a pas mal de voix qui se sont élevées pour protester contre le traitement de la fédération internationale à l'égard de ces îles du Pacifique, alors que World Rugby ne cesse de vouloir étendre son influence à de nouveaux pays, ou devrais-je plutôt dire de nouveaux marchés, en investissant massivement au Japon et aux USA.
La Fédération internationale semble accorder peu d'importance à ces bastions historiques du rugby mondial, à ces valeureuses nations qui défendent toujours fièrement leurs couleurs, malgré le manque de moyens et de considération. Elle occulte ainsi le fait que ces pays forment et fournissent depuis des décennies de nombreux et formidables joueurs de rugby, dotés de capacités physiques et de talents hors normes, et pratiquent un jeu qui est justement le plus à même de séduire un public non initié. Je pense ainsi que le rugby à 15 se tire une balle dans le pied en refusant de traiter sérieusement ce problème. Et ça, c'est sans évoquer la concurrence forte avec le rugby à 13 qui gagne de nombreux adeptes dans la région. L'équipe de rugby à 13 des Tonga a par exemple fini finaliste de la dernière Coupe du Monde. Imaginez un peu, les Tonga, c'est 100 000 habitants, moins de 8000 licenciés et à peine 800 joueurs pro. Et pourtant, ils arrivent à nous sortir des pépites chaque saison. Alors imaginez un petit peu 30 secondes les résultats qu'on pourrait avoir avec davantage de moyens et de reconnaissance. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais est-ce que vous saviez qu'avant même l'arrivée des Européens dans la région, les Tongiens pratiquaient un sport très proche du rugby déjà? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kasivaki? Non? C'est normal, mais accrochez-vous et retenez votre respiration parce que le Kasivaki se joue sous l'eau. Ouais, le Kasivaki se joue dans la lagune avec deux équipes se faisant face et devant amener une pierre de 35 kg dans le camp adverse. Et après on s'étonne du fait que ces types sont pas foutus comme nous, mais c'est normal aussi. Le but c'était surtout de divertir les rois et les chefs locaux, un peu comme les joutes au Moyen-Âge, et les gagnants pouvaient se voir attribuer des terres. Bon, tu t'en doutes, mais quand tu joues au rugby sous l'eau avec une pierre de 35 plombes et que tu joues contre des mecs qui ressemblent davantage à des bisons qu'à des humains, il y a forcément des accidents qui peuvent arriver. Un peu comme la soule, cet ancêtre du rugby pratiqué en France et en Angleterre dans les villages, le Kasivaki pourrait ainsi lui aussi avoir préparé le terrain pour l'implantation du rugby. Maintenant, parlons un petit peu de cette Coupe du Monde, parce que les Tonga vont disputer leur premier match samedi face à l'Irlande. Il y a eu une petite révolution pour les Samoa et les Tonga avec l'évolution des règles de World Rugby concernant l'éligibilité à la sélection nationale. En effet, les règles ont été rendues plus souples pour les joueurs qui ont déjà porté le maillot d'une autre sélection, comme par exemple les Wallabies et les All Blacks pour beaucoup de joueurs issus des Samoa et des Tonga, mais qui possèdent la nationalité de leur île d'origine ou ont un lien de parenté avec elle. L'équipe des Tonga s'est ainsi vue renforcée récemment par un apport de joueurs assez important comme Charles Putao, Pita Aki et Malakai Fekitoa qui ont tous les trois porté le maillot noir, ou encore le deuxième ligne Adam Coleman passé par les Wallabies. Évidemment, ça ne suffit pas pour faire des Tonga une équipe favorite, surtout qu'ils sont dans la poule de la mort avec les Sud-Africains, les Écossais et les Irlandais. Et à part contre la Roumanie, il y a peu de gens qui estiment que les Tonga peuvent remporter un match. Il faut dire que ces dernières années, les Ikaletei ont accumulé du retard, frappés de plein fouet par la crise Covid qui a empêché les joueurs de se rassembler pour jouer des matchs, et n'ont disputé que très peu de rencontres depuis 2020. Entre-temps, par contre, depuis 2022, le rugby tongien a fait un grand pas dans l'avancement de sa professionnalisation, puisque conjointement avec les Samoa a été créée l'équipe des Moana Pacifica, une province polynésienne intégrée au championnat du Super Rugby qui voit s'affronter les meilleures équipes australiennes et néo-zélandaises ainsi qu'une province fidjienne. Même si cette équipe n'est pas encore à même de jouer les premiers rôles en Super Rugby, elle a tout de même permis de faire émerger certains joueurs comme leur ouvreur William Avili par exemple. Dernièrement, les Tonga ont retrouvé le chemin des terrains. La sélection joue chaque année au sein du Pacific Nations Cup qui regroupe Fidji, Samoa, Tonga et Japon. Cet été, après 2 défaites encourageantes face aux Fidji et au Nippon, ils ont terminé sur une note plus décevante en s'écroulant contre les Samoa. En effet, même si, comme je viens de le dire, ils ont bénéficié de nombreux renforts bienvenus, l'équipe doit encore apprendre à jouer ensemble et les joueurs n'ont que peu d'expérience commune. Dans cette Coupe du Monde, cependant, je pense qu'ils peuvent faire un coup. Un peu comme en 2007 où ils finissent à 5 longueurs des futurs champions du monde Springboks, et surtout je pense que tout le monde a encore 2011 en tête, l'année où ils ont battu les Français et on a failli pas se qualifier pour les quarts de finale. Je pense que le rugby physique et audacieux de cette équipe peut créer la surprise, surtout à des nations comme l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Écosse qui vont devoir faire tourner, qui vont devoir gérer leur groupe parce que eux ils visent l'écart. Il y a donc un moment où ils vont devoir faire tourner pour reposer leur cadre et c'est là qu'ils seront les plus vulnérables. Personnellement, j'aurai la chance d'être à Nantes pour leur premier match face aux Irlandais et je m'attends à un grand spectacle. J'aimerais beaucoup qu'ils surprennent l'Irlande qui est en grande confiance actuellement. Et maintenant, on va conclure par les joueurs qui me semblent intéressants à suivre dans cette compétition. Devant, je pense que Ben Tameifuna, le pilier bordelais, est l'une des forces majeures du pack. Solide en mêlée fermée, mais aussi disponible dans le jeu courant pour imposer sa puissance dans les duels, on compte sur lui pour mettre son équipe dans l'avancée. Il sera supplé par une deuxième ligne mobile, joueuse et combative en les personnes de Sam Lucy et de Vaya Fifita. Oui, ce Fifita là, qui est capable de mettre des essais déliés, de tracer tout le monde qui a une vitesse de dingue. Oui, c'est celui-là, ouais.
À la charnière, on retrouve l'ancien Toulonnais Takuloa, qui est le capitaine des Aigles de mer. Explosif, combatif, il peut faire figure de 9e avant. Au centre, on connaît les visages familiers de Pitahaki et de Malakai Fekitoa, qui ont joué en France et qui jouent encore en France, Pitahaki. L'un est passé par les Blacks à 7 et les Blues d'Auckland avant de rafler des titres avec Toulouse. L'autre était déjà avec les All Blacks lors de leur sacre en 2015. J'attends énormément de ce centre de terrain parce qu'ils ont vraiment le niveau international. C'est ultra agressif, ultra costaud, c'est dur à l'impact, mais surtout, c'est capable de jouer au ballon. Et si les avants arrivent à créer de l'avancée, ils peuvent s'avérer très dangereux. Mais celui qui est le plus redouté, c'est l'arrière Charles Piutau. Lui aussi a été All Black avant de s'exiler en Angleterre, où il est rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat local. Joueur d'instinct, rapide, électrique sur les appuis, c'est la plus grosse attraction de cette équipe polynésienne, et il ne va pas falloir lui rendre beaucoup de ballons, au risque de s'exposer à ses relances infernales. Cette sélection ne manque ainsi pas de talent, à eux de jouer maintenant pour surprendre les gros poissons du groupe, j'adorerais les voir faire un coup. C'est la fin de cette vidéo, merci à Force 15 pour le partenariat, c'est une vidéo que j'ai adoré faire. À la base, c'est un peu pour ça que j'ai commencé ma chaîne sur YouTube, je parlais pas du tout d'analyse de match, je faisais pas de débrief ni rien, je faisais surtout de la vulgarisation sur la culture, sur l'histoire du rugby et des équipes nationales. C'est vraiment sympa comme retour aux sources, j'adore cet exercice. Donc si vous avez besoin d'équipements, de maillots pour vous ou votre club, n'hésitez pas à contacter Force 15, franchement ils font du super taf. Merci à vous d'être aussi nombreux et actifs dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe des Tonga. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance malgré la poule de la mort? Perso, je pense qu'ils ont les moyens d'accrocher l'Écosse, voire même l'Irlande, pourquoi pas, parce que je pense qu'ils vont faire tourner. Ils ont mis la grosse équipe contre la Roumanie. Maintenant, ils vont avoir les Tonga, mais aussi 2 gros matchs contre l'Écosse et l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est face aux Tonga qu'ils doivent faire tourner. J'attends vos retours et vos remarques. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye Lovely.